bien, considérons-le comme un manque de réussite d'une tentative ou même d'une entreprise. Pourquoi pas une défaite? Et oui, parlons aujourd'hui de l'échec. Mais la question cruciale qui se pose et qui nous permettra de l'oublier, c'est comment rebondir après un échec. Réponse avant 8 heures. Bonjour et bienvenue. Vous êtes sur RTI 1, la chaîne qui rassemble pour bien sûr Matin Bonheur. Nous sommes mercredi aujourd'hui et c'est la famille que nous allons vous proposer. C'est parti. Gagner 1 million de francs CFA cash en seulement une semaine? Oui, c'est possible avec le super jeu RTI Millionnaire Chap Chap. Je viens de remporter 100 000 francs. 100 000 francs. 100 000 francs. Somme de 100 000 francs. 100 000 francs. 100 000 francs. La somme de 100 000 francs. 100 000 francs. 100 000. Je viens de remporter une somme de 1 million. 1 million. La somme d'1 million. 1 million. Le montant de 1 million. RTI Millionnaire Chap Chap gagne vraiment. RTI Millionnaire Chap Chap, c'est du cash rapido. C'est un Chap Chap. Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous suivre pour ce bulletin météo. Pour la matinée, le temps sera généralement nuageux sur le sud du pays avec des pluies localisées. Dans la bande centrale et dans le nord, le temps sera partiellement nuageux et progressivement ensoleillé. Les températures prévues pour la matinée seront de 23 degrés à Abangourou, 26 degrés à Abidjan, 25 degrés à Adiaké, 22 degrés à Bondoukou et Bouaké, 24 degrés à Bouna, 23 degrés à Bundiali, 24 degrés à Daloa et Zimbokro, 23 degrés à Gagnoa et Giglo, 22 degrés à Congo et Korogo, 21 degrés à Man, 20 degrés à Odiéné, 25 degrés à San Pedro et Sassandra, 22 degrés à Séguéla, 23 degrés à Soubré, 24 degrés à Tabou, 23 degrés à Tiasalé, 21 degrés à Touba et 23 degrés à Yamoussoukro. Au cours de l'après-midi, le temps sera ensoleillé sur l'ensemble du pays. L'effet de brise favorisera la formation de foyers orageux avec des averses de pluie dans les régions forestières et sur le littoral. Quelques denses nuages apporteront des averses de pluie à l'est et à l'ouest. Le reste du pays restera ensoleillé. Le mercure affichera pour l'après-midi 32 degrés à Abangourou, 34 degrés à Abidjan, 33 degrés à Adiaké, 35 degrés à Bondoukou, 34 degrés à Bouaké, 35 degrés à Bouna, 34 degrés à Bundiali et Daloa, 35 degrés à Dimbokro, 33 degrés à Gagnoa, 35 degrés à Giglo, Congo et Korogo, 33 degrés à Man, 34 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro et Sassandra, 34 degrés à Séguéla, 32 degrés à Soubré, 31 degrés à Tabou, 33 degrés à Tiasalé, 34 degrés à Touba et enfin 33 degrés à Yamoussoukro. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que nous vous souhaitons une agréable journée. Vous aurez bien sûr dans cette émission le point de l'actualité, ce sera dans quelques instants. Le temps pour nous de vous proposer ce que vous allez avoir tout au long de cette émission et ce jusqu'à 8 heures. Top, c'est parti avec le sommaire illustré maintenant. Et oui, dans cette émission, Matin Bonheur, nous avons les infos jour J à vous proposer aujourd'hui. Une seule information, bien sûr, qui concerne notre continent, Nessa Bank. On aura combien ça coûte. Vous connaissez le principe, hein? On prend la direction de nos marchés pour savoir effectivement combien ça coûte. La tomate, l'oignon, l'aubergine, l'avocat, enfin,
tout ce que vous aimez. On aura bien sûr du sport, fitness, nous sommes mercredi aujourd'hui. Et chaque mercredi, c'est la jeunesse que nous vous proposons. Oui, du sport avec les enfants, c'est important. La revue de presse sera de mise, bien sûr, avec Renaud. Et on aura à feuilleter les pages de l'actualité. Et comme j'aime bien aussi le dire, vous inciter à aller acheter les journaux. Dans le viseur, nous permettra d'aller sur le terrain, et oui, sur la pelouse, pour savoir ce qui se passe, pour décortiquer un problème, un sujet. Ce sera avec Généreuse Aquadio. L'invité du jour sera bien sûr Dr Frédéric Zabidjo, avec qui on parlera de comment rebondir après un échec, et on aura l'info express. Dans cette émission, on va parler digitalisation de nos entreprises. Eh bien, ce concept créé depuis plusieurs années qui prend de l'ampleur parce que tout simplement cela permet de développer nos entreprises. On parle de e-commerce, on parle de e-entreprise un peu partout et tout. On aura toutes les informations bien sûr avec Monsieur Zagbayi qui est notre invité aujourd'hui. Ce sera dans quelques instants. Alors, valsons encore avec bien sûr nos programmes et on vous propose maintenant les infos jour J. Une seule information pour les infos jour J. En prélude à ces assemblées annuelles 2022, le groupe de la Banque mondiale de développement, africaine de développement organise une conférence de presse en visioconférence, bien sûr, ce mercredi 20 avril 2022 à 14h GMT. Eh bien, les assemblées annuelles sont l'événement, bien sûr, le plus important du groupe de la Banque africaine de développement. On reviendra sur cette information, bien sûr, avant la fin de cette émission. Après les infos jour J, vous savez, on prend la direction des marchés pour savoir effectivement combien ça coûte. Plusieurs propositions pour vous ce matin et donc la poissonnerie pour commencer. Première proposition, donc, pour combien ça coûte, on a des sosos à 2500 francs CFA. On a aussi, bien sûr, des chinchards à 2000 francs CFA. Merci à la réalisation pour ces images qui nous permettent de voir ce que nous vous proposons, dans combien ça coûte. On a des carpes à 2200 francs CFA. On a aussi du thon à 850 francs CFA, des maquereaux à 1500 francs CFA. Voilà ce qui concerne la poissonnerie, bien sûr, pour combien ça coûte. On va poursuivre sans plus tarder, sans transition, avec les produits vivriers. Donc, des choux à 300 francs CFA, des courgettes à 350 francs CFA. On a aussi des navets à vous proposer à 800 francs CFA, des concombres à 300 francs CFA, de la banane plantain à 400 francs CFA, aussi de l'ananas à 350 francs CFA, des oranges à 250 francs CFA et aussi de l'avocat à 400 francs CFA. Voilà pour combien ça coûte. Deux propositions donc pour cette émission. Je l'ai dit, on aura un beau petit programme à vous proposer, comme d'habitude. Vous savez, on est là depuis très tôt le matin. Il y a une trentaine de personnes qui travaillent, bien sûr, sur cette émission pour votre plus grand plaisir. On a démarré déjà avec, bien sûr, le sommaire et aussi nos différentes propositions pour combien ça coûte. Sans oublier aussi les infos jour J. On reviendra sur les infos jour J avant la fin de cette émission. Le point de l'actualité avec Régis Kofi, ça part maintenant. Bonjour à tous. Comment se porte le pays? Le président de la République, Alassane Ouattara, a largement répondu à la question face aux députés et sénateurs réunis en congrès hier à Yamoussoukro. Tous les secteurs de la vie de la nation ont fait l'objet de communication de la part du chef de l'État, Viviane Aïmé. Le vaste auditorium de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix avait fait son plein. Sur un total de 350 parlementaires, députés et sénateurs mis ensemble, 343 étaient présents. On comptabilisait que 7 absents à l'appel. Mais il n'y avait pas que les parlementaires qui avaient fait le déplacement. Tous les corps constitués de la nation
étaient présents, sans compter la chefferie traditionnelle. Le message sur l'état de la nation que devait présenter le président de la République devant les parlementaires réunis en congrès suscitait tant d'interrogations, tant de supputations sur l'identité du nouveau Premier ministre ainsi que celle du nouveau vice-président. Cette attente fébrile s'est vite transformée en soulagement, voire en contentement devant les choix opérés par le président de la République. Le gouvernement qui sera mis en place cette semaine sera resserré. Monsieur le Premier ministre, vous avez eu mes instructions à cet effet. Je voudrais donc porter à votre connaissance mon choix pour occuper le poste de vice-président resté vacant depuis juillet 2020. Il s'agit d'une personnalité qui a fait la preuve de ses qualités personnelles et professionnelles à toutes les hautes fonctions qu'elle a occupées dans l'administration publique, dans le gouvernement ivoirien et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. C'est une personnalité ayant une grande expérience gouvernementale pour avoir occupé les fonctions de directeur de cabinet du Premier ministre de 2007 à 2010 avec rang de ministre, le ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, et enfin celle de conseiller spécial du président de la République chargé des affaires économiques et monétaires en 2010-2011. C'est un technocrate hors pair qui a occupé de hautes fonctions à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et qui a su contribuer au rayonnement de notre pays en Afrique et dans le monde en tant que gouverneur de cette grande institution depuis 2011. Il a exercé cette haute fonction régionale avec compétence, rigueur et dévouement. C'est un brillant économiste, un homme compétent et travailleur qui a aidé à la réforme du franc CFA, ce qui fut une opération délicate. Enfin, c'est un homme de consensus et de probité qui a toute ma confiance. Conformément à l'article 78 de la Constitution, le Conseil constitutionnel vient de confirmer ce matin même ses conditions d'éligibilité pour être nommé à ce poste. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale par intérim, honorables députés, vénérables sénateurs, mes chers compatriotes, je pense que vous l'avez bien deviné. J'ai donc porté mon choix sur Monsieur Tchemoko Meïlie Koné. Tchemoko. Le message sur l'état de la nation a aussi mis en évidence les multiples chantiers du gouvernement dans tous les secteurs et dans toutes les régions du pays pour un mieux-être constant des populations ivoiriennes. Mais le plus significatif reste la paix qui règne dans le pays et la sécurité qui règne aux frontières du pays. Dans un environnement géographique marqué par de nombreuses exactions commises par les terroristes djihadistes dans les pays frontaliers que sont le Mali et le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui l'un des rares pays de la sous-région ouest-africaine où les populations vivent dans la quiétude. Ce gain colossal, la Côte d'Ivoire le doit, force est de le reconnaître, au travail de son gouvernement et de son président de la République. Et je voudrais insister pour dire avant toute chose que la Côte d'Ivoire est en paix. La paix et la stabilité ont été consolidées avec la participation de tous les partis politiques aux élections législatives de mars 2021. Ces élections inclusives dans notre pays, depuis plus de 20 ans, ont abouti à la mise en place d'une Assemblée nationale
où tous les partis politiques significatifs sont représentés. Par ailleurs, la poursuite du dialogue politique avec les partis de l'opposition et les organisations de la société civile a contribué à apaiser davantage notre pays et à créer les conditions d'une participation plus importante de l'opposition et de la société civile dans la vie politique nationale. Ainsi, 21 partis et groupements politiques et 26 organisations de la société civile ont adopté le 4 mars dernier le rapport final du dialogue politique. Je voudrais que nous puissions les applaudir. Et c'est pourquoi je voudrais féliciter tous les acteurs de ce processus pour l'engagement pris de se départir de la violence comme mode d'accession au pouvoir. Nous devons maintenir ce bon état d'esprit, quelles que soient nos divergences, afin que les futures échéances électorales se déroulent de façon apaisée et démocratique. Honorables députés, vénérables sénateurs, mes chers compatriotes, au plan sécuritaire, je voudrais vous rassurer à nouveau. La situation sécuritaire est calme et sous contrôle sur toute l'étendue du territoire national. Je voudrais à cet égard féliciter les grands commandements et nos forces de défense et de sécurité pour leur engagement continu sur le terrain. Je m'incline devant la mémoire des soldats tombés au champ d'honneur pour la défense de notre patrie. Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour garantir la sécurité des personnes et des biens et continuera à mettre les moyens nécessaires à la disposition de nos forces de l'ordre, notamment en matière de renseignement, d'équipement et de formation. Si l'état de la nation laisse apparaître un avenir prometteur pour la Côte d'Ivoire, le président de la République invite ses concitoyens à privilégier la voie du dialogue constructif qui permet d'avancer. Et puis désigné vice-président de la République de Côte d'Ivoire hier, mardi, Timoko Mélié Koné va prêter serment aujourd'hui devant le Conseil constitutionnel au cours d'une audience solennelle prévue au palais présidentiel à Abidjan-Plateau. C'est ce qu'annonce un communiqué de la Direction générale du protocole d'État. L'annonce de la désignation du gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Bessiao, a été faite par le président de la République, Alassane Ouattara, dans la matinée d'hier, devant les membres des deux chambres du Parlement réunis en congrès, comme vous le voyez sur ces images. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Merci beaucoup à Régis Kofi pour ce premier point. Il reviendra dans quelques instants, c'est ça? Rapidement, on se prépare et puis, ça, oui. Et puis on revient. C'est ça, on va courir. Combien d'informations pour le second flash? À peu près 4. 4. Mais toujours, l'information principale, oui. Voilà, comme on le sait, l'adresse du chef de l'État à la Nation, oui. Hier, à Yamoussoukro. Donc on reviendra encore sur cette information. Bien sûr, parce que c'est l'actualité chez nous en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci. Excellente journée et à tout de suite pour un autre point de l'actualité. Alors, sachez, mesdames et messieurs, que la RTI est tout comme de nombreuses entreprises, que ce soit en Côte d'Ivoire ou même aussi à l'extérieur, portent une attention particulière sur le digital, ce qui montre l'importance d'une telle initiative dans un monde en pleine mutation. Et oui, on en parlera aujourd'hui, comment se positionner en tant que business ou même entreprise sur le digital afin d'atteindre ses objectifs. On en débat aujourd'hui avec notre invité actu, M. Stéphane Zagbayi. Il est consultant en communication et marketing digital. Bonjour, bienvenue, venez. Vous êtes chez vous. Entrez, asseyez-vous. Voilà. Je replace le coussin. Avec vous, bien sûr, on va parler de ce sujet qui nous intéresse tous. Ouais. Parce que le digital fait partie de notre vie. Rebonjour. Vous allez bien? Bonjour, je vais super bien. Et vous? Super. Nous, on est là. On fait plaisir à nos patrons, qui sont les téléspectateurs. Vous avez bien célébré la Pâques? Oui, tout s'est bien passé. Évidemment, tout s'est bien passé. Oui. Bien sûr, en étant connecté, j'ai regardé un peu ce qui se passait dans la capitale, j'imagine, à l'intérieur, etc. Oui. Et la Pâques s'est très bien déroulée.
Oui, les experts en digital, quel que soit ce qui va se passer, ils ont toujours le téléphone, toujours l'ordinateur. C'est intéressant d'ailleurs, j'ai mon téléphone sur moi. Bien sûr. Ça me permet d'ailleurs d'avoir une visibilité sur tout ce qui se passe partout ailleurs et ça c'est ce qui est très intéressant dans le digital. Bien sûr. On est à l'heure donc du digital. On va le dire, la première question pour commencer, comment mettre en place un marketing digital? Ou c'est quoi un marketing digital avant de donner la réponse à cette question? C'est une très belle question. Je dirais simplement, le marketing digital, c'est la capacité de mieux se vendre en fait. Okay. Aujourd'hui, on voit que tout est digitalisé. Même aujourd'hui, à la RTI, vous avez une plateforme, une application où les personnes qui sont à la diaspora, dans la diaspora, peuvent regarder vos contenus. Et ça, c'est la particularité digitale. Partout où on se trouve, on a la possibilité de pouvoir être connecté. Et je pense qu'en termes on va dire de communication, je pense que c'est un bon moyen de pouvoir communiquer lorsqu'on est d'un pays à un autre, de pouvoir véhiculer des informations. Et je pense que le digital aujourd'hui, c'est un sujet dont on en parle en fait. Et c'est important de médiatiser l'information et de démocratiser également le digital simplement. Depuis combien de temps, bon c'est vrai qu'il y avait ma question, mais vous savez ici les questions ça sort comme ça sort. Hein? Alors, depuis combien de temps il y a eu ce boom-là technologique technologique. Oui. On va dire environ, 10 ans, mais depuis 5 ans, on assiste à ce boom technologique qui a d'ailleurs modifié les méthodes de consommation. On voit aujourd'hui, il y a des études qui parlent, aujourd'hui, près de 45% de la population sont en permanence connectés sur les réseaux sociaux, environ 1 à 2 heures de temps. Et ça veut dire aujourd'hui, on peut modifier nos méthodes de consommation à travers les réseaux sociaux en étant connectés. Donc il y a la pub sur le digital. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde une pub sur le digital, on a envie d'acheter un produit, on est impacté directement, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Et je pense que le digital aujourd'hui a ces forces que personne n'ignore en fait. Alors, donc je reviens sur ma question. Comment mettre en place un marketing digital dans une entreprise? Moi, j'ai une société, je veux vraiment me vendre, je veux m'exporter. Comment est-ce que je fais? Quelles sont les petites techniques? Qu'est-ce que je touche? Par quoi je commence? Exactement. Dans un premier temps, pour mettre en place une stratégie de communication, de marketing, il est important d'analyser la cible dans un premier temps. Parce que lorsqu'on veut communiquer, on communique auprès d'une cible. Et c'est important d'analyser cette cible. Une fois qu'on aura analysé la cible en question, on pourra mettre en place une vraie stratégie de communication et de marketing. Ceci étant dit, la communication, c'est le fait de véhiculer des informations, c'est le fait de communiquer afin d'impacter des personnes. Oui. Donc aujourd'hui, on ne vend plus un produit, on vend plutôt des valeurs. Donc c'est important aussi de communiquer sur des valeurs. Parce qu'il faut aussi mettre en place en fait, ces stratégies humaines en fait, où on est proche de sa cible, où on veut véhiculer un message. Donc la communication, c'est vraiment l'ensemble des méthodes qui permettent de pouvoir se rapprocher de sa cible, de communiquer des valeurs. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à être impacté grâce à des valeurs. Alors, on détecte la cible et tout. Est-ce que dans l'entreprise, je suis obligé ou même amené à avoir une armada de digital, un gros service pour pouvoir booster mon entreprise? Oui, on va le dire, mais c'est important de connaître en fait les tenants et les aboutissants de la communication du digital. Donc aujourd'hui, dans une entreprise, c'est important de mettre en place tout un processus. Aujourd'hui, on parle de transformation digitale, on parle d'inclusion numérique. Donc c'est des méthodes qu'on met en place pour pouvoir mieux communiquer, gagner en temps, en heures, en énergie et surtout permettre à ses collaborateurs de pouvoir, on va dire, rentabiliser. Donc la communication va vous permettre en fait de mieux être corporate, on va dire, aussi de pouvoir communiquer sur les actions de l'entreprise en interne et en externe. Donc la communication va permettre aussi aux partenaires de l'entreprise, des différentes entreprises ou de l'entreprise d'être informés de ce qui se passe, ce qui va permettre une certaine communication, une fluidité de la communication. Raison pour laquelle aujourd'hui le digital a tout son sens parce qu'on arrive à impacter, on arrive à toucher, on arrive à communiquer et on arrive également à se faire comprendre. Je l'ai dit, un monde en pleine mutation. C'est vrai qu'il y en a qui sont très traditionnalistes et qui restent accrochés aux vieilles méthodes et tout. Est-ce qu'avec la digitalisation, on gagne forcément? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on le voit. Et même il y a 2 jours, je parlais par exemple de certains médias qui sont encore print. Print, c'est vraiment la presse papier. Oui. Vous verrez que dans les entreprises, on a les journaux, on a un journal d'information, de communication. Enfin, aujourd'hui, ça n'existe plus dans les entreprises. En fait, aujourd'hui, on met en place le digital, donc où on peut consulter des informations dans l'entreprise parce que
les personnes font partie des études. Il y a des études qui parlent, hein, vous pouvez regarder sur Internet. Et les personnes ne lisent plus assez en fait, sur le journal papier ou sur le print. Parce que les personnes sont en permanence connectées. Il faut savoir que les personnes passent 1, 2 et plus encore. Donc aujourd'hui, c'est important aussi de pouvoir modifier cela et de s'adapter aussi à la société actuelle. Parce que c'est là qu'il s'agit de mettre en confiance aussi les personnes et de s'adapter à la cible. Donc en communication, il y a 15 ans, les méthodes de communication n'étaient pas les mêmes. Il y a 5 ans, les méthodes de communication évoluent. Et aujourd'hui, les méthodes de communication évoluent en fonction des applications, en fonction du comportement de la cible. Et je dirais vraiment que le digital a forcément un impact dans le sens où, avec le digital, on peut mesurer les performances. Donc, en entreprise, on peut savoir, par exemple, avec le digital, que, par exemple, sur 200 employés, il y a 100 employés qui ont lu la note d'information, etc. Ce qui va permettre par la suite de relancer aussi des personnes qui n'auraient pas vu l'information et ainsi de suite. Et même en externe, au niveau de la communication sponsorisée ou la communication en ligne, ce qui va permettre de savoir combien de personnes on a pu toucher. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui quand on parle de publicité, parce que qui parle de communication parle forcément de publicité. Aujourd'hui, on voit des pancartes, des panneaux d'affichage. On fait de la communication, on fait de la publicité, mais on n'arrive pas à savoir combien de personnes ont pu regarder ou ont pu être impactées par l'affichage aujourd'hui. Grâce au digital, on arrive à savoir qu'on a communiqué, il y a 100 personnes qui ont pu regarder, on peut les toucher, on sait ce que ces personnes aiment et c'est ça la force du digital. Mais bien sûr, dans tous les domaines d'activité, aujourd'hui, on communique sur le digital. Tout le monde est sur Internet, toutes les entreprises, dans tous les domaines d'activité. Quel est le plus que nous pouvons peut-être avoir pour impacter vraiment cette cible ? Le petit plus, le petit secret. Le petit plus, c'est qu'il y a de la réactivité sur le digital. Okay. Aujourd'hui, que ce soit une agence de communication, que ce soit une radio, que ce soit une télévision, on arrive à avoir les avis en temps et en heure, ce qui n'est pas le cas avec les méthodes traditionnelles. Il faut attendre 2 semaines pour analyser le bilan, pour faire un bilan, etc. Aujourd'hui, sur le digital, des statistiques pendant 1 an, 2 mois, 3 semaines. Non, aujourd'hui, avec le digital, en l'espace de 10 minutes, juste peut-être après cette émission, si cette émission est publiée, on aura les avis des personnes dans les 10 minutes, dans les 15 minutes, dans les 1 heure, et on arrive à savoir ce qui a plu aux téléspectateurs, ce qui a plu à la cible, et on peut améliorer la communication par la suite. Ce qui est très important. Alors, vous êtes expert en la matière, voilà. Dites-nous, comment est-ce qu'on peut accompagner la transformation digitale des entreprises en Côte d'Ivoire ou même en Afrique ? Tout d'abord, enfin, je dirais que ça passe par la mentalité, par le changement de mentalité. Et c'est important de médiatiser aussi cela. C'est important aussi d'insister sur ce qu'est le digital. Okay. Dans un premier temps, avant de parler du digital, c'est important de connaître les tenants et les aboutissants. Parce que le constat est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que le digital, c'est vraiment être simplement sur les réseaux sociaux, alors que pas du tout. Oui. C'est important de montrer aussi que le digital, c'est vraiment c'est un processus en fait, par lequel une entreprise peut se positionner sur le plan national et sur le plan international et qui va contribuer aussi à son élévation politique et sociétale. Donc le digital, simplement, c'est le fait pour une entreprise de pouvoir communiquer des valeurs sur le digital, toucher une cible externe et interne. Et ça, je dis très souvent que tout dépend de l'usage qu'on en fait avec le digital. C'est vrai qu'on va parler d'avantages, on va parler d'inconvénients, oui. Mais dans un premier temps, pour parler du digital, il faut connaître les tenants et les aboutissants du digital. Et lorsqu'on maîtrise cela, on arrive quand même à véhiculer des valeurs. Et le digital aujourd'hui, avec le digital, les valeurs digitales ou les avantages du digital, c'est qu'on peut communiquer, on peut avoir des réactions en temps et en heure et on peut améliorer sa communication. Et en interne, par rapport à la question, on peut mettre en place des processus, par exemple, de communication. À titre d'exemple, je prends un exemple très simple, un cas pratique, où il y a 10 ans, il y a 15 ans en entreprise, on avait un journal d'information ou un journal d'entreprise où on communique un message du directeur général de l'entreprise où tout le monde peut lire aujourd'hui. Ce n'est plus le cas. Il y a une entreprise, il y a pas mal d'entreprises qui le font parce que je fais pas mal de statistiques aussi pour effectuer le constat. Aujourd'hui, qui essaient de transformer en fait cela en audio, par exemple, en interne. Donc, on va dire la RTI a un journal d'information. Aujourd'hui, dans le processus digital, dans la transformation digitale, on va retranscrire en fait la version papier en version audio, ce qui va permettre aussi de savoir combien de personnes ont reçu l'information et donc ça marche très bien aussi parce que aujourd'hui on n'a plus le temps, on est en permanence connecté, on écoute, on regarde l'audiovisuel et c'est ce qui marche aujourd'hui, c'est ce qui a plus d'impact d'ailleurs. Vous savez quoi ?
je vous dis quelque chose. Comme on dit en Zouglou, tout près n'est pas loin. Hein. Ici, à la RTI, nous sommes à l'heure du digital. Très bien. Et depuis plusieurs années. Et il faut le dire, merci à tous les abonnés qui nous suivent, bien sûr, sur nos différents canaux. On a des millions d'abonnés. C'est une belle expérience qui a été lancée il y a plusieurs années, donc, et ça marche bien. Il y a aussi un élément très important, cette interactivité entre nous et puis les abonnés. Exactement. Et ça, vous arrivez à voir les critiques, par exemple, pour les journalistes et même pour la grille, en fait, parce que je sais que la RTI marque vraiment la proximité avec les téléspectateurs. Et c'est important d'avoir les avis aussi des téléspectateurs. Et avec le digital, vous arrivez, après chaque émission ou après chaque émission, vous arrivez à voir la réaction ou les réactions des internautes et ça vous permet aussi de vous améliorer. Et ça, c'est la force du digital. Alors, nous avons presque terminé nos échanges. C'est tellement intéressant. Moi, je n'ai pas envie de vous laisser, mais je pense qu'on va continuer hors antenne et permettre à nos téléspectateurs de poursuivre le programme. Alors, on parle de digitalisation. Qu'est-ce qu'on retient avant de vous laisser partir? On retient simplement qu'il faut évoluer avec son temps. Aujourd'hui, on a l'ère du digital. C'est important de se positionner sur le digital. C'est important de véhiculer des messages, des valeurs, parce qu'aujourd'hui, on ne vend plus un produit, on vend que des valeurs. Donc, c'est important aussi de véhiculer ces valeurs-là à travers le digital. Et on arrive forcément à toucher les personnes qui sont sur le plan national et sur le plan international. Et je pense que le digital, je dirais simplement que c'est la vie. Alors, là-haut, ils sont très gentils. Hein. Ils nous accordent 2 minutes encore pour continuer nos échanges. Alors, j'ai une question. Pour les personnes qui nous suivent en ce moment, c'est vrai qu'on parle d'entreprise et tout. L'Ivoirien pourrait dire « Ah, mais moi, je n'ai pas de société, je n'ai pas de grosses boîtes et tout. » Mais est-ce que si on fait même de petits commerces, est-ce qu'on peut se tourner vers le digital? Mais bien sûr, et je suis très observateur. J'ai observé aussi en Côte d'Ivoire des marchands, des magasins, des personnes qui sont dans le secteur tertiaire, etc. C'est important que ces personnes se positionnent sur le digital. Même la femme qui vend les beignets au quartier. Mais exactement, parce qu'aujourd'hui, il y a des livraisons en ligne. Donc cette dame, aujourd'hui, qui a sa clientèle, ça, ce n'est pas un débat, elle a déjà sa clientèle, mais elle pourrait toucher aussi des personnes qui ne sont pas de sa commune. Si elle a Cocody, elle peut toucher des personnes qui sont à Yopougon, je ne sais pas, aux Deux Plateaux, etc. Pour passer des commandes, elle peut travailler avec des livreurs qui vont livrer aussi. Et ça permet de gagner du temps et ça permet aussi de pouvoir générer du chiffre. Donc c'est important que tout le monde se positionne sur le digital. Et d'ailleurs, à titre d'exemple, ça faisait, on va dire, 7 ans que je n'étais pas arrivé en Côte d'Ivoire. Et lorsque j'arrive en Côte d'Ivoire, je vois qu'aujourd'hui, pour prendre un taxi, en fait, il faut être sur le digital. Donc, il faut réserver avec le VTC. Voilà, je ne dirais pas non pour ne pas faire de pub. Oui, surtout ça. Ça. Mais je vois qu'il n'y a pas... L'application permet de réserver en temps et en heure. Et on arrive à voir le temps du trajet. En fait, je pense que c'est formidable, c'est la puissance digitale. Et donc, il y a une concurrence aussi entre ces applications et d'autres personnes qui sont conducteurs. Et je pense qu'aujourd'hui, ça marche plutôt bien parce qu'on a compris qu'il est important aussi de se positionner sur le digital avec, bien sûr, la transformation digitale, de ne pas rester en marge de la société. Et je pense que c'est ça un plus. Et là, on parle de 4G ou 5G en 2023. Je pense que c'est une aubaine aussi pour l'Afrique, pour la Côte d'Ivoire, qui, je le dis, qui est le Manhattan ouest-africain, où il y a beaucoup de personnes aussi qui viennent découvrir la Côte d'Ivoire, voir que la Côte d'Ivoire évolue en permanence. Et c'est important de rester focus et de maîtriser ces usages, ces outils du digital simplement pour ne pas être en marge de la société. Je ne vous le fais pas dire, on a un très beau pays qui avance aussi et qui essaie vraiment de montrer une belle image de cette belle Côte d'Ivoire. En tout cas, merci beaucoup à vous. Ça a été un plaisir. Hein. Plaisir partagé. On termine l'échange hors antenne. Bien sûr, avec parce plaisir. Parce qu'on a besoin de digitaliser nos affaires. Pourquoi pas. Alors, rapidement, avant de vous laisser partir, on aura une belle petite pause. Ensuite, un autre point de l'actualité à vous proposer. Et on reviendra pour la suite de Matin Bonheur. On aura dans le viseur et famille avant 8 h. À tout de suite. Que fais-tu quand ta voiture chauffe? Quand ton frigo chauffe? Et quand ton bébé chauffe? Quand c'est chaud, ça peut faire mal. Très mal. N'attends pas que ce soit trop chaud. Rends-toi vite à l'hôpital en cas de fièvre. Le traitement du paludisme simple est gratuit pour tous. N'oubliez pas les bons réflexes contre le paludisme. Ceci est un message du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.
Gagnez 1 million de francs CFA cash en seulement une semaine. Oui, c'est possible avec le super jeu RTI Millionnaire Chap Chap. Je viens de remporter 100 000 francs. 100 000 francs. 100 000 francs. Somme de 100 000 francs. 100 000 francs. 100 000 francs. La somme de 100 000 francs. 100 000 francs. 100 000. Je viens de remporter une somme de 1 million. 1 million. La somme d'1 million. 1 million. Le montant de 1 million. RTI Millionnaire Chap Chap gagne vraiment. Millionnaire Chap Chap, c'est du cash rapido. C'est un Chap Chap. Darcy, générosité. Darcy, 200 ml et 1 litre en 8 saveurs pour toutes vos envies de fruits. Frais et naturellement fruités. Darcy, tout est dit. Bonjour à tous. Comment se porte la Côte d'Ivoire? Cette interrogation a été répondue largement par le président de la République Alassane Ouattara face aux sénateurs et députés réunis en congrès ce mardi à Yamoussoukro. Tous les secteurs de la vie de la nation ont fait l'objet de communication de la part du chef de l'État. Alassane Ouattara a procédé à la nomination du vice-président et reconduit l'ancien Premier ministre. Regardons. Il est ce mardi à l'épreuve du Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat réunis. Le président de la République, Alassane Ouattara, dans son exercice, est accueilli à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Comme président du Congrès, le président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio. Il est secondé par le président par intérim de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. À l'entame de mon propos, je voudrais rappeler cette phrase du président John Kennedy qui disait, je cite, « On connaît une nation aux hommes qu'elle produit, mais aussi à ceux dont elle se souvient et qu'elle honore. » Excellence, Monsieur le Président de la République, en prenant la parole au nom de la représentation nationale, à cet instant si particulier de la vie de notre nation, il me plaît de saluer avec déférence votre présence combien remarquable à cette séance du Parlement réunie à votre demande en congrès. La réunion du congrès de ce jour me donne ainsi l'agréable opportunité de réitérer mes hommages à l'homme de vision que vous êtes, dont la Côte d'Ivoire, la nation tout entière, est si fière, tant les actions de paix et de développement que vous accomplissez au quotidien pour le bien-être des populations ivoiriennes ont franchi les frontières de notre pays à une période où la conjoncture internationale est bien morose. C'est la deuxième fois que le président de la République, Alassane Ouattara, livre un message sur la marche de la nation devant le Congrès après la session du 5 mars 2020, conformément à l'article 114 de la Constitution. Une fois de plus, le chef de l'État, pour être en phase avec le peuple à travers ses représentants, saisit l'occasion pour dresser le bilan de ses activités sur tous les plans, notamment sécuritaires, diplomatiques, économiques, social et politique. Un bilan globalement satisfaisant, selon lui, en dépit de la maladie à coronavirus. C'est le lieu pour le président Alassane Ouattara de remercier tous ceux dont la contribution a permis à la Côte d'Ivoire de poursuivre confortablement sa marche vers le progrès. Le chef de l'État a aussi félicité et encouragé le gouvernement pour sa détermination au travail. À noter que la nomination par le président Alassane Ouattara du gouverneur de la BCEAO, Boko Milliette Koné, comme vice-président de la République pour combler ainsi le vide constitutionnel a été l'un des temps forts de son adresse devant le Congrès. Le Congrès qui, pour le rappeler, se réunit en matière législative, référendaire, de révision constitutionnelle ou encore pour entendre un message du président de la République, comme c'est ici le cas. C'est un reportage de Jérôme Kofi Abolin. Je vous invite à suivre maintenant quelques réactions après cette cérémonie. On n'était pas déçus parce que d'abord, on a bien vu que plusieurs stratégies, plusieurs visions
qui étaient déjà engagés sont en train de se réaliser. Là, je parle par exemple du plan national de développement ou aussi le PS Couveteux. C'est des grandes initiatives qui, à notre avis, sont des bonnes décisions. J'ai particulièrement aimé la référence à l'entrepreneuriat des jeunes et aussi la formation professionnelle. C'est tous des sujets, l'Union européenne s'inscrit parfaitement. On veut accompagner le gouvernement. Nous avons écouté un peu ce qu'a été les difficultés, mais aussi comment la Côte d'Ivoire a réussi à être très résiliente et à se tourner vers l'avenir, avec les grands programmes qui sont en cours, aussi bien sur le plan des infrastructures, mais également l'emploi des jeunes, les questions sécuritaires et autres. Et naturellement, avec les deux annonces phares qui ont consisté à reconduire le Premier ministre, Patrick Achi, qui doit proposer un gouvernement resserré, et naturellement la nomination de l'actuel gouverneur de la Banque centrale, M. Thiemoko Meïle Koné, au poste de vice-président. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'être invités d'ailleurs par le président de la République, qui a fait vraiment une annonce de taille, où nous avons vu un vice-président de grande qualité. Nous avons été témoins de la nomination par le président de la République du vice-président de la République qui vient combler ce qu'on considère comme un vide constitutionnel. Et ça a été un moment aussi important parce que le président a saisi cette occasion pour faire l'état de la nation et nous sommes rassurés. Ce que nous retenons, en plus de la nomination du nouveau vice-président de la République, ce sont toutes ces décisions qui sont prises jour tenu par le gouvernement pour associer les jeunes à la gouvernance locale, pour faciliter leur autonomisation. J'avoue que je suis satisfait à plusieurs égards parce que la reconduction du Premier ministre, qui a une compétence avérée, était nécessaire par 7 ans. Il a fait du bon travail, il faut une continuité. Et puis surtout, Koné Meïle est la personne indiquée parce qu'il a géré la BCEAO. Aujourd'hui, il comble un vide et il nomme un vice-président. Pour nous, c'est vraiment une clarté et ça nous démontre que le président a un homme de parole. Et nous retenons cela. Ce qui m'a marqué et qui me marque toujours avec le président de la République, c'est son sens du devoir. C'est le deuxième congrès après celui de 2020. Le président nous a réunis aujourd'hui pour faire un bilan de ses activités. Le Premier ministre sortant sera reconduit et il lui a donné, il a été dit de demander de constituer un gouvernement restreint pour réduire un peu les dépenses budgétaires. Donc le président aussi s'est félicité de toutes les mesures qui ont été prises pour combattre la Covid et la résilience dont le gouvernement a pu faire preuve, et j'allais dire même le peuple de Côte d'Ivoire. Donc bon, on reste un peu dans une continuité. Dans le reste de l'actualité, au 56e jour de l'invasion russe, l'Ukraine a reçu des avions de chasse pour l'aider à contrer l'offensive russe dans l'est du pays, où les derniers combattants ukrainiens retranchés à Mariupol ont lancé un appel désespéré à la communauté internationale pour être secourus. Point final, on se retrouve à 7h30. Et oui, toujours avec le même plaisir. Merci Régis. Ça a été? C'est bon? Ça peut aller? On reviendra encore avec d'autres informations et toujours cette actualité. Et oui, assurément. Merci beaucoup. Sous d'autres aspects. Ok. Merci pour la précision. Merci à Régis Kofi. Voilà, l'actualité revient à partir de 7h30. Nous sommes dans le deuxième virage, on va dire, la deuxième heure, bien sûr, de cette émission. Matin Bonheur, vous êtes sur RTI 1 et nous, on est avec vous pour vous permettre d'avoir toutes les informations, que ce soit d'ici et aussi d'ailleurs. Alors, on aura la revue de presse à vous proposer, on aura dans le viseur aussi à vous proposer, mais on va parler sport maintenant. C'est du fitness jeunesse, car les tout petits sont à l'honneur le mercredi. C'est parti. Bonjour, je vois à la maison, Code de Bâté pour vous servir. Aujourd'hui, c'est mercredi. Et qui dit mercredi, parle de fitness. Aujourd'hui, comme pour jeu, on aura le jeu du chat et la souris. Aujourd'hui, votre coach se transforme en chat et mes souris sont là. Le jeu consistera au chat avec le foulard de poursuivre les souris. Et lorsqu'une souris sera touchée, la souris devient automatiquement le chat.
On est prêt? Ça peut aller? Top, je vous poursuis. Il est devenu le chat. On ne saute pas du terrain de très blanc. Allez, touche. On continue. Très bien, on continue. On continue. Stop! Stop! Ça peut aller? Ça peut aller, non? Hein? C'est bon? Qui se transforme encore en chat? Hein? Non, moi. Hey, quand on fait, lorsqu'on fait le jeu, on se déplace partout sur le terrain. Vous avez compris? Je redeviens le chat. Je vous poursuis. La personne que je touche redevient le chat. Issa est le chat. Allez, on continue. On continue. Mais touche-là, moi, il ne fait plus. C'est vous. Allez. OK. Stop. Le jeu, c'est quoi? On ne court pas pour aller vers le chat. On fuit le chat. Le chat doit nous poursuivre pour nous toucher avec le foulard. Ça va? Allez, top, c'est parti. Go. Très bien. Il est encore le chat. Ah, Doudou. Depuis là, c'est toi? Très bien. On évite le chat. On ne court pas pour aller vers le chat. Très bien. Tu le poursuis. Allez, on continue de le poursuivre. Allez, très bien. Voilà. Allez, on continue. Stop. On pose. Hey, regardez ce qu'on va faire. Quand on se poursuit, hein, j'explique encore le jeu. Il est simple le jeu. Quand on se poursuit là, hein, on coupe partout. On coupe partout. OK? On coupe partout. C'est compris? On reste pas là. Et puis on allait vers le chat. On couvrit. On fuit le chat. Allez, top, je suis le chat et vous poursuit. C'est ça. Vous avez compris maintenant, non? Vous avez compris maintenant, non? Vous me fuyez. C'est bon, on ne dépasse pas les traits blancs là. Allez, go, c'est parti, je suis le chat, je vous poursuis. Celui que je touche devient le chat. Tiens. Allez, tu poursuis les autres. Très bien. Allez, c'est parti. Allez. Non, 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 hein. On ne lance pas, on poursuit la personne avec. Cours derrière lui. Allez, cours. Très bien. OK. Voilà, c'est ça. On continue. Merci, merci. Donnez-moi. À bientôt pour d'autres séances. Et oui, pour d'autres séances, on sera là, bien sûr. Merci au coach Diabaté, voilà. Avec ces tout petits, comme tous les mercredis, bien sûr, vous avez droit à du fitness jeunesse. Comment faire ces petits jeux avec les enfants, surtout les inciter à la pratique du sport, car le sport, c'est la santé et c'est très important. Sur ces différents papiers que j'ai ici, vous avez toute l'actualité de la presse écrite, bien sûr, parce que c'est l'heure de la revue de presse. On va feuilleter ensemble les pages de l'actualité. On va vous inviter à aller dans les kiosques à journaux pour en acheter. C'est très important de s'informer, surtout chaque matin. Revue de presse. Il est avec nous, il s'appelle Renaud Kevin Kobia, voilà, pour la revue de presse. Bonjour Renaud, bienvenue chez toi. Merci. Première information pour commencer, l'actualité qui domine bien sûr en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a un nouveau vice-président.
président. Oui, bonjour à tous. Il s'agit de Tiemeko Melie Kone. C'est lors de son discours d'hier sur l'état de la nation que le président de la République, Alassane Ouattara, a présenté le nouveau titulaire du poste. L'actuel gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest devient le second personnage de l'État ivoirien, 2 ans après la démission de Daniel Kablan Duncan. Et pour tout savoir sur le nouveau vice-président, il faut lire Soir Info de ce jour. Et primature pour la seconde information, le président de la République réitère sa confiance à Patrick Hachi. Oui, c'est par un décret en date d'hier, mardi, que le président de la République a reconduit le chef du gouvernement dans ses fonctions. Et dans ce document qui a été consulté par l'Inter, le chef de l'État lui demande de proposer un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais. Selon l'Inter, avec la reconduction de Patrick Hachi et la nomination de Tiemeko Melie Kone à la vice-présidence, le président Alassane Ouattara a déjoué tous les pronostics. Retrouvez dans le numéro de ce jour du quotidien qui va au-delà de l'info les réactions de plusieurs personnalités présentes à la Fondation Félix Houphouët-Boigny hier. Et Renaud, on peut le dire avec un beau petit sourire, la Côte d'Ivoire se porte bien. C'est en tout cas ce qui ressort du discours du président de la République hier devant le Congrès, au cours duquel il a parlé de l'état de la nation en mettant en relief les avancées enregistrées dans des domaines tels que la paix, la sécurité, l'économie ou encore la santé. Retrouvez l'intégralité de l'intervention du chef de l'État dans Fraternité Matin de ce jour. Et on referme ce chapitre avec un chiffre. Oui, 350, et il correspond au nombre de parlementaires qui ont répondu présents à la convocation qui leur avait été adressée à l'occasion du discours du président de la République sur l'état de la nation. Ce sont donc ces 350 qui étaient présents à la Fondation Félix Houphouët-Boigny sur les 450 que comptent les 2 chambres du Parlement ivoirien. Et selon le Patriote, des sanctions administratives sont prévues à l'encontre de ceux dont l'absence n'est pas justifiée. Vous suivez la revue de presse dans Matin Bonheur et on poursuit. 5e information à vous proposer donc. Rumeur sur la dévaluation du franc CFA. La BCEAO dément l'information. Oui, c'est dans un communiqué publié sur son site officiel que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a formellement démenti cette rumeur et a précisé que le taux de change entre l'euro et le franc CFA demeure inchangé, à savoir 1 euro pour 655,975 francs CFA. Elle a également invité les populations à régulièrement visiter son site internet pour avoir les meilleures informations. Et c'est son site internet qui figure au bas de l'image qui est sur l'écran, www.bcao.int. En Afrique du Sud, dans une belle cérémonie et dans les studios de Supersport, le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2023 a eu lieu. Yeah. Oui, la Côte d'Ivoire se retrouve dans le groupe H des éliminatoires de sa CAN en compagnie de la Zambie, des Comores et du Lesotho. Et c'est à Johannesburg, en Afrique du Sud, vous l'avez dit, que s'est tenu ce tirage au sort. Et ce sont les ex-internationaux Lucas Radebe d'Afrique du Sud et Salomon Kalou de la Côte d'Ivoire qui ont effectué la constitution de 12 groupes où sont logées les équipes qui vont prendre part à ces éliminatoires. À noter que même si elle va prendre part à ces éliminatoires, la Côte d'Ivoire, en sa qualité de pays hôte, est qualifiée d'office. Dans un groupe où on ne prendra qu'un seul qualifié. En plus de la Côte d'Ivoire, ça fera donc les 2 pays qui pourront participer à cette CAN. On va terminer avec cette autre information, il faut le dire, on le rappelle tout le temps. Mais hélas, la route a encore fait des victimes pendant le week-end pascal. Oui, ce week-end pascal a été sombre sur les routes de la Côte d'Ivoire. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires a enregistré de nombreux accidents qui ont malheureusement fait 20 morts. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour la revue de presse de ce jour. Merci beaucoup, Arnaud. Je vous en prie. On se retrouve tout à l'heure? Oui, dans quelques petites minutes pour Matin Express. Pour Matin Express? Oui, bien sûr. Ah, OK. Précision de taille. On va laisser Renaud prendre un petit déjeuner rapide, peut-être, ou bien ça sera après Matin Express? Oh, après. Après okay. Matin Express. On reste concentré. On part à la tiéké ou on fait le café? Bon, vous savez de qui ça dépend. Pour le petit déjeuner, vous savez de qui ça dépend. OK. Beaucoup, très cher. En tout cas, merci beaucoup. Et à tout de suite. À tout à l'heure. Pour Matin Express, bien sûr, pour cette émission, eh bien, on a l'habitude de terminer comme ça, Matin Bonheur, avec des informations. Parlant bien sûr d'informations, eh bien, nous avons dans ce studio notre enquêtrice maison. Elle part dans la ville. Elle va fouiner. Et ensemble avec elle dans cette émission, on décortique des informations. Aujourd'hui, elle nous emmène sur la pelouse pour parler sport. Mais contradiction, surtout revendication. Générosa Aquadio, bonjour, bienvenue. Générosa, je sens qu'elle est encore dans cette mouvance de Paquinou et tout. Bonjour, ça va bien? Bonjour,
oui, je vais On a bien célébré la Pâques? Oui. On est encore dans le temps. Hein? Oui, on est encore dans Avec le temps. ce pain tissé baoulé, on s'installe, la Generosa. Voilà. Et donc, c'est bien sûr dans le viseur. Oui. Alors, en compagnie de Generosa Aquadio, on parle bien sûr de l'élection à la FIF avec les clubs amateurs qui se disent écartés. Donc, on plante les faits, le décor, avec les faits. Oui. L'élection du futur président de la Fédération ivoirienne de football cristallise toutes les attentions et fait couler beaucoup d'encre et de salive. OK. Les clubs amateurs, puisque de ces deux qu'il s'agit, ne sont pas contents parce qu'ils n'ont pas le droit de vote. Pour en savoir davantage, nous sommes allés rencontrer Mme Salué Viviane, qui est la deuxième vice-présidente de l'ICFACI, qui est l'Union des clubs amateurs de football de Côte d'Ivoire, et Mme Mariam Daougabala, présidente du CONOR FIF. Okay. Que s'est-il passé pour qu'on en arrive là? Les faits, on regarde l'élément. Oui, je suis Mme Salué Viviane, présidente de l'Académie Guy-Preux Vivien Football Club. Je suis deuxième vice-présidente de l'Union des clubs de football de Côte d'Ivoire, on va dire l'Union de football amateur de Côte d'Ivoire, UCFACI. Nous sommes de la catégorie des footballeurs ou de football amateur. Et au niveau du football amateur, on va dire les clubs de district. Nous sommes plus que 400 clubs. Et les clubs de la division régionale, ils sont 60. La division régionale se retrouve à 80 ou 81 clubs, sans savoir comment la montée s'est faite. Nous avons un problème, nous avons de gros problèmes, de gros soucis, tels que, au niveau de la fédération, les clubs amateurs, les clubs de football amateur, district et régional, n'ont pas droit de vote. Ils n'ont pas droit de vote, ils n'ont pas droit de siéger même lors des assemblées. Et tout cela est en violation avec les textes qui sont écrits. Et chaque fois je dis, le malheur de ces gens aujourd'hui, c'est que nous, Dieu nous a fait la grâce, nous savons lire. Donc, il a fallu qu'on lise pour comprendre que nous avons, depuis les statuts de 2015, nous avons la qualité de membres actifs. Et le mot actif ou l'adjectif actif n'a de sens que lorsqu'on est en activité. Donc, quelle activité principale que peut organiser la fédération, ce serait le football? Malheureusement, les clubs amateurs de district n'ont pas droit au championnat. Ou alors, quand ils doivent jouer, il faut qu'en dehors même de l'argent, c'est-à-dire que des frais qu'on nous demande annuellement de 50 000, il faut débourser encore de l'argent, 200 000 francs CFA, que nous avons payé pour jouer. Et malgré tout cela, vous allez voir, 250 000 et nous jouons 3 à 4 matchs au plus. Là où les premières divisions perdent 250 000 et jouent 26 matchs. Pourquoi une telle injustice? Quand CONOR arrive, on leur pose notre problème. On n'a pas droit de vote. On ne nous organise pas notre championnat. Et si même on doit nous organiser le championnat, il faut qu'on paie de l'argent qu'on n'en a même pas. Et donc CONOR, ils nous ont promis qu'ils feraient tout ce qui est possible pour nous satisfaire ou pour voir comment régler ce problème une fois pour toutes. Au club amateur, je pense que nous avons compris leurs problèmes. Quand nous avons repris les statuts, nous les avons rencontrés. Nous leur avons demandé quelles étaient leurs suggestions. Ils ont fait leurs suggestions. Nous avons introduit ces suggestions dans les statuts. Le professeur s'est même déplacé toute une journée pour aller les rencontrer à Yamoussoukro pour leur dire voici les nouveaux statuts, voici la place qu'on vous prévoit dans ces nouveaux statuts. Il a expliqué tout ce qu'il y avait à expliquer. Et ce jour-là, c'était le plus grand groupe d'ailleurs que le professeur recevait sur les statuts. Ils étaient près de 400. Donc ils ont passé la journée, ils ont discuté. Alors les engagements, c'est un peu comme les cotisations. Si vous regardez les statuts de la FIF, il n'y a pas de cotisation en tant que telle. C'est les engagements qu'ils payent qui tiennent lieu de cotisation. Donc, on est d'accord avec eux qu'ils sont inscrits, ils payent leurs engagements, mais ils n'ont pas de droit de vote. Mais ça,
au peuple des membres actifs de décider de les intégrer ou de... Voilà. Donc voilà, les faits ont été donnés là, tout simplement, d'abord par la vice-présidente de la dite association des clubs amateurs de football de Côte d'Ivoire. Alors, ils se sentent écartés. Oui. Hein, ils pensent que vraiment tout ce qu'on a eu à mettre en place n'est pas effectif et tout. Ils ont besoin de cette place-là. Mais on a vu aussi la réaction de Mme Dao Gabala. Hein, il n'y a pas grand problème, il n'y a pas grand chose. Ils ont été écoutés, ils ont été entendus. Oui, ils ont été écoutés, ils ont été entendus. Il faut dire que les clubs amateurs sont au nombre de 400 clubs. OK. 400 clubs qui respectent tout ce qui leur a été demandé, mais qui n'ont pas quand même le droit de vote. Justement. Ils n'ont même pas le droit de siéger à certaines assemblées. On a vu, on parlait d'engagement de 50 000 francs, de 200 et quelques mille aussi et tout. Ils payent 250 000 francs en gros par an et ils n'ont droit qu'à 2 ou 3 matchs pendant le championnat. Là où d'autres clubs payent 250 000 francs, ils ont droit à 26 matchs. Donc, ce n'est pas normal. Ils nous ont dit que ce n'est pas normal, c'est pas les considérer, c'est pas les respecter. Ouais. Et donc, ils souhaiteraient que le CONOR, qui est là où le futur président de la Fédération ivoirienne de football, se penche véritablement sur leurs questions. Et tout ça pour l'amour vraiment du football. Alors, la polémique est installée. Oui. La polémique se situe à quel niveau? Les clubs amateurs n'ont pas le droit de vote. Et ils nous ont dit que ce sont les présidents de clubs qui ne veulent pas qu'ils aient le droit de vote. C'est à ce niveau-là que se situe la polémique. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas le droit de vote alors qu'ils sont tous, alors qu'ils travaillent tous dans le milieu du football? Le président de la Fédération ivoirienne de football qui sera élu sera le président de tous les footballeurs. Il est important qu'eux aussi, ils puissent exprimer leur vote. Voilà. On va aller avec la polémique. De réunion en réunion, de rencontre en rencontre, on s'est retrouvés à Yamoussoukro le 9 février avec le président, professeur Bléou Martin. Lui-même, quand il a vu le nombre et la qualité de ceux qui sont déplacés pour arriver à Yamoussoukro, il a compris que le football ivoirien est pris en otage. Est pris en otage par qui? Par 76 clubs. D1, 14 clubs. D2, 24 clubs. D3, 38 clubs. Et 4 groupements d'intérêt. Donc voilà les 80 qui dirigent le football de Côte d'Ivoire. Nous sommes arrivés à l'Assemblée générale du 26. L'Assemblée générale a rejeté nos propositions sur les clubs amateurs. Ils ont dit de laisser ça de côté. Le nouveau président qui va être élu, il en fera un volet de, comment on appelle, de son programme. Voilà pourquoi les clubs amateurs ne sont pas dans les statuts proposés. Donc, le comité ne les a pas exclus. C'est l'Assemblée qui a demandé que ce soit laissé aux soins du prochain candidat. Et je voudrais vous rappeler qu'à cette Assemblée, nous avons demandé aux 12 représentants de Ligue d'être présents à titre d'observateurs. Ils étaient là, ils n'ont rien dit. L'Assemblée a fait passer la motion de ne pas les retenir maintenant et de laisser le soin au prochain comité exécutif d'en parler. Mais on les a pris en compte dès le début. On les a rencontrés, ils ont demandé des audiences, on a eu des audiences, ils ont fait des propositions écrites et ces propositions écrites avaient été prises en compte lors de la rédaction des statuts. Donc la FIF refuse. Ce n'est pas le CONOR qui refuse, mais ce sont les clubs qui refusent. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé un groupe d'amis. Et nous ne sommes pas dans ce lobbying-là. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes venus au football parce que nous aimons le football. Nous sommes venus au football pour y investir. Quand je quitte ce pays, quand je quitte la terre, qu'est-ce que je laisse au football ivoirien? C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des gens qui ne vivent que de ce que la FIF leur donne. Ils n'ont même pas de stade à eux. Et dans les quartiers, dans les communes, c'est eux qui mettent les mains, les bras sur les stades que la FIF met à la disposition de tous ceux qui pratiquent le football. Sans ces moyens-là, ils ne sont rien. Sans la subvention de la FIF, ils n'ont rien. Et c'est eux qui n'ont rien, c'est eux qui ont le courage de décider à notre défaveur. On n'est pas d'accord avec ça, ni aujourd'hui, ni demain. Sans ce championnat, qu'est-ce qu'on peut faire? Nos enfants sont obligés de sortir. On a des enfants, des gens sous la mer qui sont arrivés chez nous, peut-être à 15 ans, qui aujourd'hui ont déjà 21 ans. Ils vont devenir camps professionnels pour pouvoir aider les familles. Donc, on nous organise le championnat pour voir ce qu'on vaut. On n'a pas demandé qu'on donne leur argent.
qu'on nous organise le bon championnat, le vrai championnat, où tu peux jouer même 10 matchs en aller, 10 matchs en retour. Quand ton joueur sort de là, qui va en première division en test, il est prêt parce qu'il s'est déjà entraîné. Il a déjà joué, il a des matchs dans les jambes, c'est de ça qu'il s'agit. Mais pas une affaire où on paie plein d'argent et on a seulement 3 à 4 matchs et puis ça ne va pas quelque part. Ça, c'est les tournois de quartier. Voilà donc cette polémique qui s'est installée, cette revendication-là des clubs amateurs. Ce que cette dame dit aussi, c'est très profond. Oui. Mais ce que aussi Mme Dao Gabala dit, c'est vraiment qu'on comprend cette situation. Et on sent que ça va se régler. Oui, on espère que ça va se régler. Ouais. À ce sujet, nous avons rencontré, après nos investigations, nous avons rencontré les présidents du club. Oui. Ils ont voulu se prononcer, mais sous l'anonymat. Et donc, ils m'ont expliqué qu'ils n'ont rien contre les clubs amateurs. Le problème, c'est qu'il y a un conflit d'intérêts. Ils disent que les clubs amateurs, du fait qu'ils soient une forte communauté au nombre de 400, leur situation préoccupe et il faut vraiment se pencher sur cette situation et l'analyser en profondeur pour que les tests qui seront pris, puissent vraiment régler tout ce problème pour qu'on n'assiste plus désormais à ce genre de situation. De plus, l'élection du président de la Fédération du Volley du football cristallisait toutes les attentions. Et donc, on ne pouvait pas en même temps être en train de travailler sur les textes et être en train de gérer le problème des clubs amateurs. Donc, il leur demande de patienter, que l'élection du président de la Fédération du Volley de football se passe bien. Va tout régler aussi. Va tout régler. Et donc, le nouveau président de la FIF va se pencher véritablement sur leur situation et régler une fois pour toutes ce problème. Ce qui est normal. Ce qui est normal. En tout cas, merci beaucoup, Generosa. Merci, Angeval, c'était un plaisir. Ben oui, on va se retrouver encore dans 2 semaines. Oui. Hein, Inch'Allah. Ouais, déjà avec Naomi la semaine prochaine. Ah, OK. On espère bien. Et puis avec toi. Ah, on sent que l'enquêtrice, elle est déchaînée, là. Hein, oui. C'est terrible, là. Voilà. Il y a beaucoup de sujets, en tout cas. On touche à tous les sujets. Oui. Merci beaucoup. Là, on parle de football. Oui. Merci. Je vous remercie. C'est ce qui fait aussi l'actualité. Et bonne chance à tous ces candidats à l'élection de la présidence de la FIF. Excellente journée. Et puis, voilà, très bon mercredi à Generosa Kouadio, notre enquêtrice. Elle est journaliste. Elle est avec nous tous les mercredis. Alors, on a un autre point de l'actualité à vous proposer. Et nous, on reviendra pour parler de comment rebondir après un échec. Ce sera en compagnie de notre invité, le docteur Frédéric Zabidjo, dans quelques instants. À tout de suite. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Retour de l'information, bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Timoko Mélié-Koné, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, désigné hier. Il va prêter serment aujourd'hui devant le Conseil constitutionnel au cours d'une audience solennelle prévue au palais présidentiel à Abidjan Plateau. Qui est ce technocrate, gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO? Mama Traoré, élément de réponse. Économiste de formation, Timoko Mélié-Koné aura accompli la majeure partie de son cursus professionnel à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Il intègre cette institution monétaire en 1975 sur concours et y gravit les échelons au fil des ans. Le technocrate a successivement occupé les fonctions d'adjoint au directeur national de la BCAO pour la Côte d'Ivoire, de directeur central de l'émission et des opérations financières à Dakar au siège. De 1991 à 1998, il était le directeur national de la BCEAO pour la Côte d'Ivoire et gouverneur suppléant du Fonds monétaire international. Par la suite, il va exercer les fonctions de conseiller du gouverneur de la BCEAO, de directeur du département de l'administration générale et de la formation, de contrôleur général chargé de la supervision des directions opérationnelles, de l'inspection, de l'audit interne et de la prévention des risques, de conseiller spécial du gouverneur et membre du gouvernement de la BCEAO. Entre 2007 et 2010, il est appelé à servir son pays en qualité de directeur de cabinet du Premier ministre, puis en tant que ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Au lendemain de la crise post-électorale de 2010, le président Alassane Ouattara le propose au poste de gouverneur de la Banque centrale des 8 États membres de l'UEMOA, fonction qu'il occupe depuis le 30 mai 2011 jusqu'à sa nomination ce mardi 19 avril 2022 comme vice-président de la République de Côte d'Ivoire devant le Parlement réuni en congrès.
Selon la Constitution, le nouveau vice-président de la République devra prêter serment devant le Conseil constitutionnel réuni en audience solennelle, prestation de serment qui marquera son entrée en fonction définitive. Et puis, lors de son adresse sur l'état de la nation, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reconduit Patrick Achi dans ses fonctions de Premier ministre. Alexis Ouedraogo. Le gouvernement qui sera mis en place cette semaine sera resserré. Monsieur le Premier ministre, vous avez eu mes instructions à cet effet. Honorables députés, il rempile. Je ne sais pas si vous applaudissez parce qu'il est reconduit ou c'est parce que le gouvernement sera resserré. Le Premier ministre Patrick Achi est reconduit dans ses fonctions à la tête du gouvernement ivoirien. Après sa démission actée le 13 avril dernier, le chef de l'État Alassane Ouattara lui réitère sa confiance pour conduire sa vision, celle d'une Côte d'Ivoire moderne et solidaire. Premier challenge pour Patrick Achi, asseoir ces prochains jours une équipe gouvernementale resserrée, dynamique et efficace, œuvrant au plus vite à l'amélioration des conditions de vie des populations. Cela conformément à la volonté du chef de l'État. Il faudra surtout accélérer les vastes chantiers lancés ces derniers mois dans les secteurs de la santé, des infrastructures routières ou encore de l'accès à l'eau potable et l'électricité, avec un accent particulier pour l'autonomisation des femmes et des jeunes. À l'heure des défis sous-régionaux et mondiaux marqués par le terrorisme et la guerre en Ukraine, Patrick Achi devra plus que jamais retrousser les manches face à des populations qui en attendent beaucoup. En bref et en image, le tirage au sort du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2023 en Côte d'Ivoire a eu lieu ce mardi en Afrique du Sud. Les 48 sélections africaines engagées ont été réparties dans 12 groupes de 4. La Côte d'Ivoire dans le groupe H aux côtés de la Zambie, des Comores et du Lesotho. Les deux premières équipes de chaque groupe se qualifient pour la CAN 2023, sauf dans le groupe de la Côte d'Ivoire, directement qualifié en tant que pays hôte. Et puis dans le reste de l'actualité en France, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, les deux finalistes à la présidentielle du 24 avril prochain, vont se soumettre au traditionnel débat de l'entre-deux tours. Ils défendront leur programme et tenteront de convaincre les électeurs indécis. Une émission de télévision qui pourrait se révéler décisive dans la course à l'Élysée. Il y a 5 ans, Marine Le Pen avait perdu 3 points dans les sondages à l'issue de sa performance. Débat télévisé aujourd'hui. Excellente journée à toutes et à tous. Je vous laisse avec Angeval. Merci beaucoup à Régis Kofi. Voilà, et puis excellente journée. Hein. C'est quoi le programme de la journée? Le programme de la journée, un peu de boulot quand même. Okay. Voilà, avant le petit-déj. Ah, c'est bien. Voilà, un peu de boulot. J'aime quand il y a beaucoup de boulot. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Comment Jacques Bou? Non, je ne dirai pas ça à l'antenne. Je ne dirai pas ça à l'antenne. Merci beaucoup. Excellente journée. Jacques Brou, je te trouve là-bas. je te trouve là-bas. On le retrouve bien sûr demain pour encore 3 flashs dans cette émission. 6h30, 7h et 7h30 minutes. Tous les mercredis, vous êtes habitués aussi à ce visage. Avec cette personne, bien sûr, on parle famille, on parle de comment rebondir après un échec. L'échec qui fait partie de notre vie, de notre quotidien, mais surtout comment remonter la pente. Bien sûr, en sa compagnie, le docteur Frédéric Zabidjo. Voilà. Le digne fils de... Travisa Ernest. Oui, mais le village, c'est Manfla. Manfla, situé... Dans le département de Goïtafla, oui. Dans la région de la Maraoué, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. C'est chez mes esclaves. Installez-vous. Monsieur Frédéric Zabidjo, docteur Frédéric Zabidjo, avec qui, bien sûr, on va parler de comment rebondir à la suite d'un échec. C'est très important. Ce sont des conseils avisés, autorisés que nous allons vous donner aujourd'hui. Allez, jingle. Voilà, le docteur Frédéric Zabidjo, c'est vrai qu'on a commencé l'échange avant que vous n'arriviez. Alors, on parle de l'échec aujourd'hui. Cela fait partie de notre vie. Hein? Oui, on est tellement focalisé sur la réussite que très souvent on oublie que la réussite et l'échec, c'est les deux faces de la même médaille.
Oui. Donc aujourd'hui, il est bon qu'on parle de l'autre face de la médaille, qui contribue pleinement à l'autre face qui est la réussite. Comment rebondir surtout cette autre face de la médaille qui est l'échec? Absolument. Comment rebondir quand tout va mal? Comment repartir quand on a échoué? Comment repartir quand on s'est retrouvé au fond du trou? Très souvent, on n'a pas les armes, très souvent, on n'a pas la stratégie, très souvent, on n'a pas la manière. Parce qu'on croit que l'échec, normalement, ça n'existe pas. Or, ça existe. Ça fait partie de la vie. Il faut donc apprendre. Est-ce qu'on peut, avant tout propos, est-ce qu'on peut avoir comme ça, savoir quelles pourraient être les causes de nos échecs? Comment les détecter, ces causes-là? Or, les causes de l'échec sont, si vous voulez, nombreuses. Première cause de l'échec, c'est le manque de vision prospective. On a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à se projeter, à projeter leur vie dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et donc, leurs objectifs sont à très court terme. Comment faire pour manger aujourd'hui? Comment faire pour être rassasié aujourd'hui? Pour avoir étanché ma soif aujourd'hui? C'est ça leur préoccupation. Donc, comme ils ne se projettent pas, il y a beaucoup de choses qui deviennent pour eux des surprises. Donc, c'est facile donc d'échouer dans ces conditions-là. Première cause. Deuxième cause, c'est l'impréparation. Il y a beaucoup de personnes qui ne se disent pas qu'il n'est pas bon d'entreprendre quelque chose sans se préparer. On conçoit que pour devenir pilote, on va à l'école. On conçoit que pour devenir médecin, on va à l'école pour apprendre. Mais on ne se dit pas que moi qui n'ai pas appris les affaires, pour entreprendre un business, j'ai besoin de me former au business. On ne conçoit pas que pour se marier, il faut bien que je me prépare au mariage. On prépare la cérémonie. On ne conçoit pas que pour faire des enfants, il faut que je me prépare à être parent. Parce que devenir parent, c'est une fonction à part entière. C'est des choses auxquelles on ne pense pas très souvent ou alors on ne pense pas suffisamment. Ça fait que les échecs sur ces routes-là nous surprennent. Donc, l'impréparation, le manque de vision prospective et puis la précipitation aussi. On se hâte à faire les choses parce qu'on en a les moyens, parce qu'on en a l'envie, parce qu'on en a les stratégies, on a conçu ça ou alors on a vu le voisin faire, on a envie de faire, boum, on se jette dedans. Et puis, comme la vie, elle n'est pas un jeu de ping-pong, un jeu de hasard, elle nous ramène à la réalité qui est que non, il faut apprendre. Et donc, voici quelques causes en pêle-mêle, entre autres, qui peuvent justifier justement les échecs que nous avons. Est-ce qu'être préparé, je dirais même à 100%, si je ne m'abuse, je dirais même à 100% et tout, est-ce que cela garantit vraiment la réussite? Pas du tout. La réussite a ses codes, la réussite a ses normes, la réussite a ses outils, ça n'a rien à voir. Mais la préparation au succès, ça amoindrit les risques d'échec. Ça les amoindrit. Donc il faut se préparer. La préparation au succès nous amène à concevoir des plans. Et alors que, si vous voyez, il est difficile de mener à bien une activité si on n'a pas un plan stratégique de développement de cette activité-là. C'est des choses qu'on minimise, on se jette dedans, on fait les choses et la vie nous ramène toujours au point de départ. Et malheureusement, on a toujours le droit accusateur. C'est la faute à la crise, c'est la faute à l'oncle qui est au village, c'est la faute à ma mère, c'est la faute aux sorciers, c'est la faute à ceci. On a toujours le doigt accusateur, sans jamais remarquer que quand on accuse, il y a 3 autres doigts qui s'orientent vers nous pour dire que nous sommes 3 fois plus responsables de ce qui nous arrive que les autres en fait. Pourquoi? Parce que c'est nous qui n'avons pas préparé, c'est nous qui ne nous sommes pas projetés, c'est nous qui nous sommes précipités, c'est nous qui n'avons pas compris que les choses se préparent, le succès se prépare. Bien sûr. Et pour aussi paraphraser ce que vous dites, il faut être plutôt un winner et non être un loser. Absolument. Absolument. Pour tout simplement accuser les autres. Alors, dans cette émission, vous savez qu'on aime bien les détails pour comprendre, bien sûr, notre sujet, pour que nos téléspectateurs puissent mieux comprendre. J'ai un projet, j'ai envie d'acheter une maison dans quelques années. Je considère un peu l'achat de cette maison comme une réussite. Comment est-ce que je me prépare des techniques, par exemple, pour ce simple projet? Planifier. Déjà, savoir qu'acquérir une maison, c'est un processus qui met en scène plusieurs aspects de ma vie. La maison va m'amener à concentrer mes moyens financiers dans un secteur précis. Ça veut dire que je dois consentir des sacrifices dans ma vie de couple, dans ma vie de parent, dans mon entreprise, dans tous les secteurs. Donc, puisque la vie, c'est un système qui est composé de plusieurs sous-systèmes, c'est de comprendre cela et de savoir que comme je suis en train de vouloir acheter une maison, il faut que je me prépare.
Oui. Je me prépare pour ne pas que l'achat de la maison devienne, si vous voulez, un frein à mon épanouissement ailleurs. Okay. Parce que si je n'arrive pas à m'épanouir ailleurs, indubitablement, ça va ressurgir sur l'achat de la maison. Tout est lié. Tout est lié. Ça, c'est déjà la première chose à concevoir. Deuxième chose, il faut que je planifie. La maison, soit je l'achète directement, elle est déjà construite, donc je n'ai pas besoin d'acheter un terrain particulièrement. Ouais. Mais si je dois construire sur un terrain que je vais acheter, il faut que je me donne un plan stratégique. Dans quel délai je dois acheter un terrain? De combien? Je veux construire une maison. Quel est le coût de cette maison et à quel terme je veux avoir la maison? Vous voyez, quand on a un objectif qui n'est pas clairement défini, qui n'est pas bien défini, c'est-à-dire qu'il n'est pas intelligent ou smart, comme on dirait en anglais, oui. C'est-à-dire qu'il n'est pas spécifique, qui n'est pas mesurable, qui n'est pas accessible, qui n'est pas atteignable, qui n'est pas réaliste, qui n'est pas inscrit dans un temps de réalisation, un tel objectif n'en est pas un. Donc, il faut que je décompose mon objectif, qui est la construction de la maison, en plusieurs étapes. Acquisition de la maison, oui. Si vous voulez, il faut que je tape les agglos, les briques, il faut que je creuse les fondations, à quel moment est-ce que je dois monter les briques, je dois faire la toiture, à quel moment il faut que je planifie tout ça. Et c'est cela. Quand j'ai fait la planification, les moyens, ça va de soi. Parce que je saurai désormais que, bon, OK, dans le premier trimestre, je ne suis pas à la recherche de l'argent pour construire la maison qui va me coûter peut-être 50 millions. Okay. Je suis à la recherche juste de 5 millions pour acheter le terrain. Pour les 3 prochains mois. Et donc, c'est 3 millions que je cherche, pas 50. Petit objectif. Quand je le réalise, je passe à un autre objectif, qui est, par exemple, de taper les briques. Oui. Bon, je ne suis pas à la recherche de 20 millions pour taper les briques. Je suis à la recherche peut-être de 1,5 million, 2 millions pour taper les briques pour les 3 mois suivants. Je fais ça. Et quand je travaille par objectif séquencé, à la fin, même si je n'ai pas atteint mon objectif final, qui est de construire la maison, de l'habiter, au moins, je serai arrivé quelque part où je n'étais pas avant. Je serai passé d'un point A à un point B. Mais quand je ne fonctionne pas de cette façon-là, que je me dis, bon, il faut que j'aie une maison de 50 millions, c'est évident que peut-être à la fin, je serai assis en train d'attendre d'avoir 50 millions avant de démarrer. Et les 50 millions, je peux ne pas les avoir. Et puis, je vais constater que je n'ai pas réalisé mon projet. Alors que j'ai eu la possibilité d'avoir 2 millions, même 3 millions, même 5 millions, même 10 millions, avec lesquels j'aurais pu faire quelque chose. Bien sûr. Et après, ce sont les regrets qui créent en moi beaucoup d'émotions négatives. Et j'aurai le sentiment d'avoir échoué, que je ne suis pas à la hauteur, etc. Alors que c'est juste parce que je n'ai pas fait les choses comme il se doit, en fait. Voilà. Donc, très souvent, oui. Je vais étonner peut-être les gens, l'échec aussi se prépare. L'échec, ouais, ça c'est bien dit. Ça c'est très, 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 très bien dit. Alors, c'est vrai qu'on est dans la famille, on va rester un peu sur cet aspect-là. Est-ce que, même si on n'a pas pu réaliser son projet, on considère cela comme un échec? On se marie, quelques années après, il y a tellement de problèmes qu'on divorce, on considère cela comme un échec. Comment on rebondit face à ce genre de situation? La première chose, c'est de ne pas se leurrer. Parce que souvent, on entend des gens dire « Non, mais l'échec, il ne faut pas considérer ça comme un échec, justement, parce que ça prépare au succès. » C'est vrai. Mais il faut admettre qu'un échec, c'est aussi un échec. Okay. Ça, commencer par l'admettre. Je voulais atteindre un objectif. J'avais un objectif à réaliser dans un délai précis. Oui. Je n'ai pas pu l'atteindre dans ce délai-là. J'ai des raisons d'avoir mal. Okay. J'ai des raisons de considérer que j'ai échoué quelque part. Donc, c'est déjà d'accepter l'échec tel que ça se présente. Parce que si on ne le fait pas, on sera dans un leurre. On sera dans, si vous voulez, on sera dans une certaine facilité où on se dit, bon, tout va bien dans le monde et puis oui. Bon, voilà quoi. Et le temps passe. Et le temps passe. Et on réalise que comme on ne tire pas, ça ne nous amène pas à tirer des leçons, on va d'échec en échec. Donc, c'est déjà d'admettre. Quand je dis admettre que l'échec, c'est un échec, ce n'est pas de rester focalisé sur l'échec, non. Mais c'est déjà de savoir que je voulais atteindre l'objectif, je ne l'ai pas atteint, j'ai échoué, j'ai le droit d'avoir mal, j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit d'avoir peur, j'ai le droit de ne pas me sentir bien. Il faut que je fasse l'inventaire des émotions par lesquelles je suis en train de passer par rapport à ce moment-là. Que je m'autorise des larmes si ça veut venir. Oui. Parce que les larmes, c'est fait pour les humains. Si on n'avait pas besoin des larmes, Dieu n'aurait pas
créer les glandes lacrymales qui nous donnent les larmes. C'est pour que ça protège notre organisme en cas de choc. Et l'échec fait partie des chocs de la vie. Donc il faut que je le conçoive. Quand je me suis approprié mes sentiments, quelques sentiments négatifs qui apparaissent, qui sont naturels, hein, il faut que je me dise, bon ok, je ne dois pas rester longtemps pour me laisser envahir et dépasser par les sentiments, par les émotions négatives. Okay. J'ai le droit de les exprimer, de les ressentir et de les extérioriser, mais je n'ai pas le droit d'y demeurer longtemps. Ça, c'est déjà la chose à se dire. Je n'ai pas le droit de demeurer longtemps dedans, parce que demeurer longtemps dedans, ça me brouille les yeux. Ça me met un voile sur les yeux, ça m'empêche d'aller de l'avant. Les larmes qui sont là au-devant de mes yeux, ça m'empêche de rebondir facilement. Or, il faut que j'arrive à rebondir. Donc, quand je fais l'inventaire de mes émotions, quand je me dis qu'il ne faut pas que je reste longtemps dedans, l'autre phase qui se présente à moi, c'est déjà d'analyser mon échec. Il y a beaucoup de personnes qui n'analysent pas leurs échecs. Ils expérimentent l'échec, ils rentrent dans la facilité qui est d'accuser, soit ils accusent les autres, soit ils s'accusent eux-mêmes, parce qu'ils sont dans ce que j'appelle ici la recherche de la culpabilité. Okay. Ils cherchent forcément un coupable à leur échec. Ce n'est pas le but et ce n'est pas le plus important, le plus urgent. Quand vous avez trouvé un coupable à votre échec, vous n'avez rien résolu. Ça ne vous amène pas à faire des bons qualitatifs, ça ne vous amène à rien du tout quand on a trouvé un coupable. Il faut une remise en cause. Ce qui est important, c'est de trouver un responsable. Ok. Une grande différence entre le coupable et le responsable. Je l'explique très facilement. Allons-y. Je vous donne mon portable. Je dis, Monsieur Anjoal, je vous confie mon portable, gardez-le. Pour une semaine, je viens, je le récupère. Et puis, 3 jours après, le portable, il disparaît de chez vous à la maison. Vous êtes responsable de mon portable, parce que c'est à vous que je l'ai remis. Oui. Donc, c'est à vous que je demande des comptes sur mon portable. Mais vous n'êtes pas responsable de la disparition, enfin, je veux dire, du vol de mon portable. Quelqu'un d'autre est venu le voler. Celui qui l'a volé, lui, il est le coupable. Bien sûr. Donc, moi, quand je perds le portable, celui à qui je m'adresse, c'est vous en tant que responsable. Pour que vous puissiez prendre des dispositions. Vous et moi, on va prendre des dispositions pour ne plus jamais que ce genre de situation arrive. Donc, on va ici analyser la situation d'échec. Quels sont les secteurs dans lesquels j'ai bien agi, j'ai pas trop bien agi, j'ai moins bien agi, j'ai pas du tout agi alors que j'aurais dû agir. Qu'est-ce que j'ai fait? Quels sont les moyens que j'ai déployés? Est-ce que j'étais à la hauteur? Est-ce que les études que je voulais mener, enfin, est-ce que c'est là où le secteur dans lequel j'ai échoué, est-ce que c'est le secteur dans lequel moi-même je me reconnaissais des compétences? Okay. Est-ce que j'ai échoué en médecine parce que je n'avais pas les compétences, ou bien c'est parce que ces études-là, on m'a obligé à les faire? Le projet que je voulais réaliser qui n'a pas marché, est-ce que les moyens que j'ai déployés sur le terrain sont les moyens qui permettaient valablement de réussir ce projet-là? Oui. C'est d'analyser, de remettre en cause sa personne, remettre en cause ses moyens, ses outils, ses méthodes, ses stratégies. Remettre tout ça en cause par un questionnement. En questionnant, premièrement, l'objectif initial. Oui. Deuxièmement, le point d'arrivée. Je rêvais à quoi? Et à quel niveau est-ce que je suis arrivé? Troisième question, comment je me suis arrangé? Je me suis arrangé pour obtenir le résultat que j'ai. Pas comment l'État de Côte d'Ivoire a fait, oui. Pas comment le climat a fait, pas comment la Covid a fait. Parce que pendant qu'il y avait la Covid, où les gens pleuraient, il y a des gens qui riaient. Oui. Comment ceux qui riaient ont fait? Ils se sont adaptés. Donc, la Covid n'est pas un argument. Donc, le climat n'est pas un argument. Donc, si vous voulez, c'est peut-être des facteurs qui peuvent freiner, mais ce n'est pas des facteurs qui peuvent paralyser totalement. Alors, juste ralentir dans ce que vous êtes en train de dire, des facteurs qui peuvent nous ralentir, mais qui ne doivent pas nous empêcher d'avancer. Moi, la question que je vais vous poser maintenant, c'est vrai qu'on peut échouer une seule fois, 2 fois et tout, mais comment réagir devant un échec répétitif? Se remettre en cause, simplement. Interroger, c'est ce que je disais. Parce que plusieurs fois, on commence à se poser des questions. Bon, d'aucuns diront, on m'a lancé un sort et tout, on va commencer à accuser tout et n'importe quoi. Mais quand il y a un échec répétitif, ça fait vraiment poser beaucoup de questions. Ça doit nous faire poser beaucoup de questions. Okay. Ça veut dire, premièrement,
vous voyez, par exemple, on peut échouer plusieurs fois dans le même secteur ou bien dans d'autres secteurs, simplement parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour réussir. OK. On ne fait pas ce qu'il faut pour réussir. Et tant qu'on ne fera pas ce qu'il faut pour réussir, on ne réussira pas. Ça n'a rien à voir avec les sorciers. Oui. Ça n'a rien à voir avec les oncles et tout ça. Ça n'a rien à voir avec le sort. Ça a tout à voir avec nous-mêmes. Oui. Tant qu'on ne fera pas ce qu'il faut faire pour réussir, on ne réussira pas, je le répète. Oui. Donc, c'est de s'interroger. Ce que je fais là, est-ce que, vous savez, le succès se choisit, le secteur dans lequel on a du succès, on choisit le secteur. La plupart des gens qui réussissent, regardez bien leur vie. 20 secondes pour terminer. Ils ont choisi ces secteurs-là. Et comme ils choisissent le secteur, parce qu'ils ont les qualités, les compétences, les attitudes, les aptitudes qu'il faut, c'est facile de réussir. Bien sûr. Si vous allez dans un secteur où vous n'avez pas de compétences, il y a des risques que vous échouez. Merci. Et ça n'a rien à voir avec quelqu'un. Merci au docteur Frédéric Zabidjo. Vous savez, c'est tellement intéressant quand il parle, il donne tellement de bons conseils qu'on est captivé comme ça. Mais bon, il est presque 8 heures, on n'a pas le choix. On n'a vraiment pas le choix. Alors, lui, il est installé pour vos informations. Oui, Matin Express pour vous. Quelques minutes seulement avec Renaud et on se retrouve dans quelques instants. Voilà, merci de nous retrouver pour ce numéro de Matin Express qui nous conduit au Cameroun où on retrouve notre confrère Cédric Tchakoutio. Bonjour Cédric. Dites-nous, les autorités camerounaises continuent la sensibilisation dans la lutte contre le choléra. Bonjour Renaud, bonjour Abidjan. C'est à travers un communiqué sur son compte Twitter que le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, communique les détails du choléra au Cameroun. Et donc, depuis le 10 avril dernier, le choléra continue son petit bout de chemin dans la région du littoral. On compte désormais plus de 640 cas, dont 37 cas ont été détectés dans la prison centrale de Newbel. Donc, 4 décès ont été notifiés. Et donc, la sensibilisation et les vaccins qui continuent d'être distribués et attribués dans les différentes villes et différents secteurs, même ici au Cameroun. Et le docteur Manaouda Malachi qui continue à faire son tour dans les différents hôpitaux pour encourager le corps médical afin que le choléra quitte complètement le Cameroun. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite pour le Cameroun. Et puis, Cédric, les tests Covid sont désormais payants au Cameroun. Effectivement, Renaud, ils devront désormais débourser la somme de 30 000 francs pour effectuer leur test PCR détectant le Covid-19. Décision qui a été prise par le gouvernement à travers Ferdinand Gonga, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Décision motivée par la persistance du Covid-19 et aux contraintes budgétaires qui minent l'État actuellement. Autrement dit, l'État ne peut plus faire frais des moyens de finances dus à la gratuité des tests Covid. Donc le gouvernement qui demande à ce que le corps médical prenne des 30 000 francs si la population camerounaise veut être testée au Covid-19. En tout cas, merci Cédric pour toutes ces informations. Très heureux de vous avoir retrouvé. C'est ici, on joue le concert au Matin Express de ce jour. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et puis demain, on sera là encore. Bien évidemment. Avec des costumes ministériels. Bon, on fait comme vous, hein. Ouais, des costumes tout autant ministériels aussi. Oui, petite anecdote, j'ai écouté Dizikeel Yadé ce matin, une bonne musique BT, ça m'a inspiré. Donc je comprends la couleur du costume. Oui, la couleur comme surtout. Quelqu'un le disait, un BT qui n'a pas de costume rouge, c'est vrai que là on part un peu vers le violet, mais un BT qui n'a pas de costume avec une couleur frappante, c'est pas un bon BT. Merci Renaud, excellente journée. Et on se retrouve demain pour d'autres informations. Rapidement, Info Jour J, avant de terminer, en prélude à ces assemblées annuelles 2022, le groupe de la Banque africaine de développement organise une conférence de presse, une visioconférence ce mercredi 20 avril à partir de 14h GMT. Et sachez que les assemblées annuelles viennent l'événement le plus important du groupe de la Banque africaine de développement. Docteur Zabi, oui. Merci. Merci infiniment à vous. On retient qu'il faut se préparer. Se préparer. Il faut planifier. Planifier. Oui. Et puis ne pas se laisser abattre quand l'échec intervient. C'est dire que c'est juste un tremplin, pas un tombeau. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci. On va se retrouver avec beaucoup de plaisir un autre mercredi pour parler encore de ce qui intéresse nos
famille, notre quotidien, notre vie. Merci à Jacques Broulao et à toutes les personnes qui s'y trouvent. Merci à toutes les personnes qui sont aussi ici dans ce studio. Merci à tous nos chroniqueurs et plaisir de vous retrouver demain. Jeudi, on parlera santé. Que Dieu vous garde et n'oubliez pas, chaque matin, de penser à lui. C'est bien pour la vie. Portez-vous bien. Au revoir.